spécial pour cette année. D'accord, donc voilà. Donc pour la troisième partie du programme, on a vu 2 chapitres, la technique mère ou bien la technique Edgewise. Après, on a vu la technique de l'arc droit. Et maintenant, on va enchaîner avec la technique bioprogressive de Ricketts. Alors, donc, je vais je vais commencer la présentation et je vous laisserai vers la fin poser vos questions si vous avez éventuellement des questions, des commentaires ou autre chose. Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez me confirmer, s'il vous plaît? Hela Hseinia et... D'accord. Donc, c'est quoi? Donc, on va suivre ce plan, définition, et historique, objectif. Les objectifs, on a des objectifs esthétiques, les objectifs de cette technique de Ricketts, des objectifs esthétiques. On a des objectifs fonctionnels, à savoir occlusaux, parodontaux et la neutralisation de l'enveloppe fonctionnelle. Après, on a les principes de la technique de Ricketts. Ces principes sont représentés par les 12 commandements de cette technique. Après, en quatrième, on va voir la thérapeutique proprement dite. On va voir la segmentation des arcs, les rythmes et les séquences du traitement et une conclusion vers la fin. En introduction, la technique bioprogressive désigne un concept global qui est élaboré par M. Ricketts à la fin des années 50. Au centre de ce concept se situe le diagnostic auquel Gugino c'est un disciple, c'est-à-dire c'est un élève de M. Ricketts, qui attribue 75% du succès du traitement au diagnostic et le 25% restant de la réussite, c'est-à-dire de la réussite du succès du traitement, il l'attache à l'élaboration et à la mise en place des systèmes mécaniques. Donc, vous voyez, pour la technique bioprogressive, 75% du succès du traitement est lié à un bon diagnostic, à une bonne démarche diagnostique. On va voir maintenant la définition et l'historique. La technique bioprogressive appelée Light Square Progressive Technique, elle appartient au groupe des techniques de seconde génération dérivées de l'Edgewise, dont elle diffère par de nombreux caractères. Donc, elle diffère de l'Edgewise par de nombreux caractères, mais elle est dérivée. Donc, on revient à dire que l'Edgewise, c'est la technique mère. Donc, le fondamental caractère, ou bien le caractère le plus caractérisant de cette technique, c'est la segmentation des arcades. On va expliquer ça au fur et à mesure. Donc, les avantages de cette segmentation, c'est de faciliter au maximum le travail du praticien, utiliser des forces légères. Donc, cette technique, elle a été élaborée vers la fin des années... donc là, j'arrive pas à voir. Elle a été élaborée par M. Ricketts et elle a été publiée par son auteur, c'est-à-dire par Ricketts lui-même, jusqu'à 1970, mais elle fut transmise par son disciple, on dit que Gugino, c'est l'élève ou bien c'est le collaborateur de Ricketts, il l'a transmise en Europe dès 1965. La mise au point finale de ces principes, bien les principes de cette technique, a été réalisée par Ricketts lui-même et les autres collaborateurs, à savoir Bench, Gugino, Hilger, et dans un livre, donc un livre que vous connaissez, vous pouvez le trouver en bibliothèque, c'est la Bioprogressive Therapy qui a fait sa parution en 1980. Donc, selon Ricketts, pour récapituler le tout, la thérapeutique bioprogressive n'est pas une simple technique orthodontique, mais ce qui est plus important, elle sous-entend une philosophie orthodontique totale et on va développer ça dans les autres chapitres. Donc, on va voir que la caractéristique principale de cette technique, c'est-à-dire que l'individu est considéré comme un tout. Donc, les phénomènes de croissance sont intégrés de façon à... D'accord. Les phénomènes de croissance et de maturation sont intégrés de façon à placer la technique au service du traitement et non l'inverse. Et il faut respecter une valeur fondamentale qui est l'équilibre et l'harmonie du patient, donc la globalité du patient,
y compris donc, ce qu'on appelle les 7 harmonies qui sont recherchées au cours du traitement orthodontique. Une harmonie faciale, il faut obtenir une harmonie fonctionnelle, une harmonie occlusale, squelettique, psychologique, nutritionnelle et temporelle, en référence au schéma de Léonard de Vinci que Ricketts repris comme figure emblématique. Donc là, c'est les 7 harmonies selon Léonard de Vinci, donc à savoir faciale, fonctionnelle, occlusale, squelettique, psychologique, nutritionnelle et temporelle. Donc, ce sont les caractéristiques principales de cette technique bio-progressive. Maintenant, on est arrivé aux objectifs de cette thérapeutique ou bien de cette technique progressive. On a vu en début le plan qu'on a des objectifs esthétiques et des objectifs fonctionnels. Dans les objectifs fonctionnels, on a des objectifs occlusaux, parodontaux et des objectifs fonctionnels, disons, neutralisation de l'enveloppe fonctionnelle. Commençons par les objectifs esthétiques. Donc, comme vous l'avez déjà vu en deuxième année, ou bien dans les TD de quatrième année, dans l'examen des photos, etc., l'examen de profil, de face, etc., le visage d'un patient est constitué de saillies et de dépressions qui, en s'équilibrant et par le jeu des ombres, structurent le visage et créent un effet de douceur ou de virilité. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre dans le profil du patient entre ce qui est en dépression, c'est-à-dire à savoir par exemple l'angle sous-nasal, le sillon tonnier, etc., l'encélure nasale. Donc, tout ça sont considérés comme des dépressions. Et les saillies, donc on a le nez, le front, les lèvres, le menton, etc. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre et une certaine harmonie dans ce profil. Toujours dans le profil, donc on a ce qu'on appelle la ligne E de Ricketts. Pardon. Donc la position qui va conditionner la position des lèvres dans le profil. Donc la lèvre supérieure, on a dit plusieurs fois que la lèvre inférieure doit affleurer la ligne E de Ricketts. Par contre, la lèvre supérieure doit être légèrement en retrait de celle-ci. Donc de face, la symétrie doit être respectée, le parallélisme des lignes horizontales, les lignes bisourcilières. Donc là, il y a un schéma qui manque ici. Je ne sais pas où est-ce qu'il est parti. Donc la symétrie, le parallélisme des lignes horizontales et commissure des lèvres doivent se situer entre donc, deux verticales, l'une abaissée des ailes du nez et l'autre des pupilles. Donc les commissures doivent être situées entre les deux lignes verticales. Lors du sourire, donc l'arcade dentaire doit remplir tout l'espace transversal. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des vides de part et d'autre qui ont appelé des corridors. Donc, ce sont appelés des corridors en cas d'endoalvéolie ou d'endoglacie. Donc, il faut les éviter, il faut les corriger pour avoir un espace transversal qui est bien rempli par l'arcade dentaire. D'accord. Et la hauteur décollée doit être continue, éviter toute récession, toute enflure, etc. Pour ce qui est des objectifs fonctionnels, commençons par les autres. Donc, on a vu les parodontaux, occlusaux, parodontaux, neutralisation, on répète. Pour ce qui est des objectifs occlusaux, on a en statique, dans le sens sagittal. Donc, on a vu pour les gens qui ont assisté dans le cours de la technique de l'arc droit. Donc, Ricketts est en accord avec Andrews lorsqu'il met en évidence les 6 clés de l'occlusion à respecter dans le sens sagittal. Et dans le sens vertical, les dents antagonistes entrent en contact et déterminent la dimension verticale d'occlusion. Pour Ricketts, ces incisives maxillaires recouvrent approximativement le tiers supérieur de la couronne clinique des incisives, tout en respectant la fonctionnalité. D'accord, donc c'est les contacts dentaires qui déterminent la dimension verticale. Toujours dans les objectifs occlusaux statiques, dans le sens transversal. Donc, une occlusion idéale, donc, selon Ricketts, chaque hémiarcade contient 30 points de contact occlusaux. Cette répartition harmonieuse des butées occlusales, objectivée par un occlusogramme, est limitée à 24 contacts si les dents de sagesse sont absentes et 21 si les premières prémolaires sont extraites. Donc 30, c'est dans les cas idéaux et 24, on a dit, si en cas d'absence de dents de sagesse, et 24 en cas d'absence de dents de sagesse, 21 en cas d'absence de première prémolaire. Arrivons aux objectifs occlusaux en dynamique. L'objectif prioritaire est d'assurer la plus totale liberté au mouvement mandibulaire, en latéralité et en propulsion. Donc ça, c'est clair, il faut qu'il y ait une liberté lors des différentes excursions de la mandibule afin de préserver les
l'articulation temporomandibulaire de toute contrainte. Donc, il faut assurer une croissance harmonieuse, une pérennité. Donc, le but, bien, le but de respecter ces objectifs, c'est d'assurer une croissance harmonieuse, assurer une pérennité articulaire tout en conservant une posture de la tête et des vertèbres neutralisées. Arrivant aux objectifs parodontaux, la santé parodontale représente avec l'équilibre occlusal la clé de la longévité du système mandibucateur. D'accord? Donc, l'alignement dentaire va assurer la protection de la certiture gingivale. Il facilite une bonne hygiène bucco-dentaire, donc il protège de l'inflammation gingivale et permet la réalisation des rapports occlusaux normaux. Donc là, vous voyez, c'est un parodonte très fin, ce qui fait que lors de notre traitement orthodontique, il faut respecter ce type de parodonte. Il faut que les racines soient bien à l'intérieur dans l'os médulaire. Il faut éviter que les racines sortent dans la corticale. Sinon, on aura des récessions, des fenestrations, des déhiscences, etc. Le troisième objectif fonctionnel, c'est la neutralisation de l'enveloppe fonctionnelle. Donc, les chaînes musculaires orofaciales forment une enveloppe élastique tridimensionnelle autour des dents et des mâchoires. L'objectif clé est d'atteindre un équilibre au sein de la face qui neutralise la matrice fonctionnelle et permet de placer la denture dans la zone neutre. C'est le fameux couloir neutre de Chateau. C'est-à-dire qu'en fin de traitement, on doit placer les dents dans un couloir neutre où les forces centripètes et centrifuges s'annulent pour assurer un équilibre de cette position dentaire. Les principes maintenant, on est arrivé au principe de la technique de Ricketts. On a des principes, donc on a dit que ces principes sont représentés par les 12 commandements qui donnent actuellement toute la spécificité à cette technique. Donc, le premier commandement, c'est l'éducation de la prise de conscience. Donc, pour eux, pour les bioprogressives, la prise de conscience de la part du patient est un élément clé. Il faut gagner sa coopération, il faut gagner sa confiance. D'accord? Donc, c'est ce qu'ils appellent la psychophysiologie. Il s'agit de faire comprendre au patient ce qu'on lui fait. Le patient doit comprendre ce qu'il est en train de subir, comment, pourquoi on le fait, afin de stimuler sa curiosité et gagner par la suite sa coopération. Donc la coopération, c'est un facteur très important dans toute thérapeutique orthodontique, essentiellement dans la technique bioprogressive. Le deuxième commandement, c'est le déverrouillage progressif des malocclusions et pour normaliser les fonctions. Donc à chaque fois, on a un déverrouillage progressif. On différencie 3 grands types de déverrouillage. Un déverrouillage fonctionnel ou physiologique, c'est la suppression des contraintes néfastes sur les dents en améliorant le comportement, donc musculature qui modifie la forme. Il peut être entrepris par rééducation neuromusculaire. Donc là, on a un déverrouillage musculaire, bien un déverrouillage fonctionnel par rééducation. Exemple, un problème de respiration, un problème de déglutition atypique. Donc tout ça, ça constitue des verrous qui doivent être supprimés avant de commencer une thérapeutique orthodontique proprement dite. Il y a d'autres verrous mécaniques. Donc on a vu les verrous fonctionnels. Il y a d'autres verrous qui sont mécaniques, qu'il faut les supprimer par déverrouillage mécanique, ou ce qu'on appelle des verrous occlusaux. Donc, à savoir les rotations distolinguales. Donc, il y a une règle selon Ricketts qui dit que lorsqu'on joint la cuspide disto-vestibulaire de la première molaire et la cuspide mésio-palatine, la ligne joignant ces deux cuspides doit tomber dans le tiers distal de la canine. Donc ça, en vert, c'est l'idéal. Donc si on a l'inverse, ça constitue un verrou à l'avancée de la mandibule. Donc là, la rotation distolinguale des molaires doit être réalisée avant d'entamer la correction de la classe 2. On a vu ça dans le traitement des anomalies de classe 2. On aura aussi l'expansion orthopédique, donc une arcade en forme de V va constituer un verrou, elle va empêcher l'avancée de la mandibule, elle va favoriser une position reculée de la mandibule qui va nécessiter une expansion pour libérer justement cette mandibule. Et on a le contrôle des incisives maxillaires, parce que quand on dit contrôle des incisives maxillaires, on veut dire c'est la supraocclusion. En cas de supraocclusion, il faut lever cette supraocclusion pour libérer la croissance de la mandibule.
On a en dernier le déverrouillage psychologique qui correspond au premier principe. Donc, c'est selon le premier commandement qu'on a vu. C'est la prise de conscience et éliminer tout obstacle psychologique, toute peur, essayer de gagner la confiance du patient, etc. Tout ça, ça rentre dans le déverrouillage psychologique. Le troisième commandement, ce qui est caractéristique de la technique bioprogressive, c'est la segmentation des arcades. On a vu les autres techniques, la technique edgewise, la technique de l'arc droit, ce sont des techniques d'arc continu. C'est-à-dire, on va mettre un arc, un fil continu dans toutes les braquettes, dans toutes les dents. Par contre, dans la technique bioprogressive de Ricketts, on a une segmentation, c'est-à-dire il y a des segments, on va segmenter l'arcade en plusieurs segments afin d'assurer un meilleur contrôle du plan d'occlusion. D'accord. On aura des secteurs incisifs indépendants du secteur latéraux et en s'appuyant sur les mêmes secteurs latéraux pour engraisser. Donc on va s'appuyer sur les secteurs latéraux pour engraisser, égraisser, avancer ou reculer les incisives. Le quatrième commandement, c'est la correction orthopédique des décalages de base osseuse. Donc, voilà. Donc, la correction orthopédique des décalages des bases, plus le traitement est précoce, plus, donc ça c'est ce qu'on a dit, on peut dire c'est une phrase très fameuse que dit Gugino. Plus le traitement est précoce, plus la face s'adaptera à votre concept thérapeutique. À l'inverse, si le traitement est tardif, plus votre concept doit s'adapter à la face. Plus on agit précocement, plus on a la possibilité de réussir notre traitement orthopédique. Plus on agit tardivement, plus on doit adapter notre thérapeutique à la phase de notre La correction orthopédique précoce du décalage des bases s'inscrit donc comme un préalable essentiel au traitement mécanique, assurant un résultat harmonieux plus stable. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout le monde est en train d'entendre? Les gens qui ont des caméras. Est-ce que vous pouvez me confirmer? Ça va? Bon, est-ce que vous pouvez... Madame, s'il vous plaît. Bon, comment je vais cacher une cachette trop trop D'accord, d'accord, ça va, merci. Le cinquième commandement, l'ancrage dans l'os cortical. Donc, l'utilisation raisonnée de l'arc de base. Donc, on va voir c'est quoi l'arc de base. On va expliquer ça en détail. Permet de placer les racines des molaires dans l'os cortical. Donc, on a vu que la technique de l'EDUAS, qu'on a plusieurs types d'ancrage. Dans la technique de Ricketts, l'utilisation raisonnée, donc ce qu'on appelle l'ancrage cortical, c'est-à-dire on va emmener les racines dans l'os cortical, c'est un os qui est peu irrigué, peu innervé, donc la racine elle aura des mouvements très lents, ce qui va constituer un ancrage naturel, un ancrage qu'on appelle un ancrage dans l'os cortical. Donc ça c'est parmi les commandements de la technique bioprogressive. L'ancrage musculaire aussi, la tonicité musculaire différentielle selon la typologie du patient peut être utilisée comme ancrage. Donc selon la typologie du patient, on peut utiliser
On peut utiliser les muscles comme type d'ancrage. Donc ça relève de la spécialité. Il faut vraiment plusieurs séances pour pouvoir expliquer l'ancrage musculaire. D'accord? Donc là, on a vu les 6 commandements. On a dit qu'ils sont 12 commandements. Le 7e commandement, la consolidation et l'idéalisation préalable de l'arcade mandibulaire. Ce principe assure, selon Ricketts, la conservation de la forme de l'arcade naturelle idéale. C'est-à-dire que l'arcade mandibulaire, c'est l'arcade de référence. On va commencer à choisir la forme idéale de l'arcade mandibulaire, une forme qui se rapproche le plus de la forme naturelle initiale, et l'arcade maxillaire va suivre par la suite. Le 8e commandement, l'achèvement de chaque étape avant d'entamer la suivante. Donc, il faut aller étape par étape, bio-progressive. Donc, c'est progressif. Il faut aller tout doucement. Ce principe rejoint celui du déverrouillage mécanique. C'est pareil. Donc, on va commencer par le sens transversal. C'est le premier sens qu'il faut déverrouiller en premier, à savoir l'endoalvéoli, en cas d'arcade en forme de V, en cas de dérotation des molaires. Donc ça, c'est le sens transversal, il doit toujours pris en charge en premier. Après, si on a une supra, il faut lever la supra pour pouvoir par la suite traiter le sens sagittal. C'est ce qu'on appelle l'achèvement de chaque étape avant d'entamer la suivante. Il faut déverrouiller sens par sens, transversal, vertical, et vient en dernier le sens sagittal. Et il faut commencer par le nivellement avant de terminer les autres déplacements. Ça, c'est le 8e commandement. Le 9e, traitement du recouvrement interincisif avant de celui de surplan. C'est ce que j'étais en train d'expliquer par la suite. Toujours le sens vertical. Le recouvrement, c'est dans le sens vertical. C'est l'overbite. C'est le recouvrement incisif. C'est dans le sens vertical. Et le surplan, c'est dans le sens sagittal. C'est l'overjet. Donc, il faut tout d'abord déverrouiller, corriger en cas de supraocclusion, lever cette supraocclusion, puis par la suite corriger si on a une classe 2, si on a une proalvéolie, par la suite, il faut les corriger. Donc, toujours le recouvrement avant le surplan. Le principe d'hypercorrection, elle permet de prévenir la tendance naturelle à la récidive. L'hypercorrection avec des conditions. Donc, il ne faut pas, en voulant respecter ce commandement d'hypercorrection, on peut créer d'autres anomalies. Donc, l'hypercorrection avec des conditions bien déterminées, donc pour empêcher, parce qu'on a une légère tendance à la récidive. Donc, pour éviter cette récidive, on va faire une surcorrection ou bien une hypercorrection. Le principe, le 11e commandement, on a le contrôle des forces appliquées selon le principe des 4D. Les 4D, c'est des caractéristiques de la force appliquée, c'est-à-dire sa direction, le degré de l'intensité de cette force, la distribution de cette force et la durée d'application de cette force. Donc, l'intérêt de la segmentation des arcs en bioprogressive, c'est elle qui va nous permettre de contrôler ces 4D en connaissant toujours le point d'application, l'intensité et la direction de la force. Le 12e et le dernier commandement, c'est la conception des systèmes mécaniques en fonction des objectifs individualisés et du degré de difficulté présenté par la denture et l'enveloppe fonctionnelle. Donc là, dans tout ce titre, vous pouvez retenir objectifs individualisés. C'est-à-dire, on a vu qu'on a plusieurs objectifs, mais ces objectifs varient en fonction de l'individu, en fonction des caractéristiques bien déterminées de chaque patient. On appelle ça l'objectif visuel de traitement, bien OVT. C'est caractéristique à la technique de Ricketts. Donc, il a été développé par Ricketts pour la planification à court terme du traitement. Donc, il permet donc la visualisation des objectifs de traitement, bien l'objectif visuel de traitement permet en quelque sorte de prévoir les résultats de notre traitement, prévoir quelles sont les différentes options thérapeutiques que nous pouvons réaliser pour ce type de patient afin de planifier un traitement bien cohérent et bien élaboré pour notre patient. Donc,
Donc, en quatrième, donc le quatrième chapitre, on va voir la thérapeutique bioprogressive en elle-même, ou bien les caractéristiques de cette thérapeutique. Donc, pour atteindre les objectifs, on a vu les objectifs, on a vu les principes. Pour pouvoir les atteindre dans la technique bioprogressive, donc cette technique a emprunté de l'Edgewise, le travail sur champ du fil. Les gens qui ont assisté au cours de la technique Edgewise, la torsion sur champ, bien le travail sur champ du fil, il est représenté essentiellement par le torque. Le torque, c'est une courbure de troisième ordre, d'accord, de troisième ordre qu'on va imprimer au fil dentaire. La technique Edgewise également, on a dit qu'elle se caractérise par la torsion sur champ du fil. La technique bioprogressive a aussi emprunté d'une autre technique, qui est la technique de Begg, l'utilisation de force légère. Donc, la torsion sur champ, bien le travail sur champ du fil, le torque essentiellement. L'utilisation des forces légères, là, on est en train d'expliquer les caractéristiques thérapeutiques de la technique bioprogressive. Et là, elle a emprunté d'une autre technique qui est la technique de Burston, le principe de la segmentation des arcades. Donc, même la technique de Burston, c'est des techniques qui sont avancées, ça relève de la spécialité. Là, on est en train de vous initier. Donc, la segmentation des arcades aussi, c'est l'une des caractéristiques de la technique de Burston. Donc, si on vient à récapituler, donc travail sur champ du fil, utilisation de forces légères et segmentation des arcades, ce sont les trois caractéristiques de la thérapeutique en technique bioprogressive. Et la progressivité, on a vu la progressivité dans les commandements, donc qui fait toute l'originalité de cette technique. C'est un schéma récapitulatif de la technique, les caractéristiques de la technique bioprogressive, travail sur champ, force légère, segmentation des arcades et progressivité. Les arcs et segmentation des arcades dentaires. La segmentation, on va voir, on va expliquer un petit peu comment se fait cette segmentation. Segmentation, elle a été envisagée par Ricketts pour pallier à deux difficultés essentielles, des difficultés techniques. D'accord, la version mésiale de la première molaire. Lorsqu'on a expliqué ça dans les techniques Edgewise, lorsqu'on veut rétracter une canine après extraction de première molaire, on a toujours cette version, ou bien cette perte d'ancrage, la version mésiale de la première molaire mandibulaire et le risque de voir la courbe de Spie s'approfondir dans les cas d'extraction pendant le recul de canine. L'impossible maîtrise du mouvement. La parole est à vous. C'est bon? Continuez. J'ai mis... Oui, ben non, j'étais obligée de cliquer dessus, donc je peux le... طبعا قريت واحد فيديو télépermis. Non, Vidiapo. Je vais le terminer vite fait. Ah, putain, attends, d'accord. Le titre du cours. كاين الناس اللي حديت en retard, oui. شنو راكم يهضروا معايا؟ D'accord.
D'accord. D'accord. Est-ce que vous m'entendez? Donc là, on est arrivé à la version, donc on a dit que cette segmentation des arcades a été inventée ou bien envisagée par Ricketts pour contrecarrer la version médiane de la première molaire. Aussi, on a l'impossible maîtrise du mouvement simultané des canines, des incisives en même temps. Donc, pour lui, il a choisi de segmenter et travailler segment par segment de l'arcade pour mieux contrôler les forces, mieux contrôler le plan d'occlusion et mieux contrôler les résultats. On a, parmi les arcs segmentés, on a l'arc de base de Ricketts. Donc, c'est un arc qui a pour caractéristique principale un contournement gingival. Donc, vous voyez, c'est un fil qui n'est pas continu. Il va y avoir un contournement gingival au niveau de l'incisive. Donc, on ne va pas atteindre la canine par le même fil. Donc, on a un contournement gingival qui va venir s'insérer directement dans le tube de la molaire. Donc, il va relier les quatre incisives à la molaire. Et on a un autre segment qui va relier la canine, la prémolaire, à la molaire également. Donc, ça, c'est le principe de segmentation. On appelle ça l'arc de base. Donc, à cet arc de base, c'est un arc de base. Il est basique, dans lequel on peut incorporer des informations de type bag, to in, le torque. Donc, tout ça, c'est des informations dans les trois sens de l'espace qu'on peut les attribuer ou bien les incorporer dans ce fil pour avoir des mouvements dans les différents sens de l'espace et pour remplir des fonctions de redressement, d'ancrage, de maintien d'espace, d'ingression, dégression, etc. Parmi les variantes de cet arc de base de Ricketts, on a l'arc de base d'ingression. Donc, on a parlé de supraocclusion. Donc, dans la supraocclusion, on a un excès de recouvrement. Donc, pour corriger, on a besoin d'ingresser. L'ingression, c'est un mouvement antiphysiologique. Donc, l'arc de base d'ingression est confectionné avec un fil carré type L-Giloy. Donc, le type L-Giloy, donc vous avez vu ça en deuxième année dans les biomatériaux, les différents types de fils employés en orthodontie, ou bien de fils rectangulaires. Donc, il est utilisé en denture mixte ou en denture permanente. D'accord, donc il va permettre d'engraisser grâce aux différentes courbures de première, de deuxième et de troisième ordre, va permettre de corriger une supraocclusion et d'engraisser les incisives. Il comprend une courbure de premier ordre, à savoir le two-in. On a vu ça en détail dans le cours de la technique Edgewise. On a des courbures de deuxième ordre de type bac molaire, des courbures de troisième ordre, torque radiculo-vestibulaire, donc les racines des incisives sont reculées, c'est-à-dire un torque qui est sont avancé, radiculo-vestibulaire et coronopalatin, et un torque radiculo-palatin au niveau des dents postérieures. Donc ça, c'est l'arc de base d'ingression. L'arc de base est toujours d'ingression. Donc là, vous voyez, c'est un patient qui présente une supra avec un sourire gingival. À l'aide d'un arc d'ingression, on a pu corriger cette supra et lever le verrou antérieur. L'arc de base d'égression, c'est l'inverse. L'égression, c'est le mouvement physiologique dans le sens de l'éruption de la dent. Donc cet arc est confectionné dans les cas de béance pour corriger les béances, ce qu'on appelle les infra-alvéolis. Donc, cet arc sera confectionné dans ses parties antérieures et latérales comme l'arc de base de Ricketts normal. Et on va incorporer, au lieu de type bag, on va incorporer le type forward. On a vu ça en détail également dans la technique de l'Edgewise. Une autre variante, l'arc de base de contraction ou d'expansion. En fonction de la forme de la spire, on a des spires externes et des spires internes. Donc là, c'est des spires qui sont internes. Ça, c'est un arc de base d'expansion. Ça permet de faire une expansion. Et si les spires sont internes, c'est un arc de base de contraction. Expansion, ça permet d'avancer les incisives. C'est une expansion postéro-antérieure dans le sens sagittal.
Par exemple, dans les classes 3, ou bien dans les rétroalvéoli, classe 3 à raison dentaire, pour corriger un articulé inversé antérieur, on peut faire de l'expansion, avancer les incisives, par exemple, supérieures. Un arc de contraction, contrairement, on peut l'utiliser dans les cas de proalvéoli pour contracter l'arcade dans le sens antéro-postérieur, toujours dans le sens sagittal. Donc là, on a expliqué ça. Ça, c'est un arc d'expansion. Ça, c'est un arc de contraction. La spirale est externe. Toujours ça, expansion, spire interne, contraction, spire externe. On a aussi un autre type de fil ou bien d'arc, c'est l'arc sectionnel. C'est un arc sectionnel, c'est une fraction d'arc ou bien c'est une partie d'arc qui permet de reculer la canine. Là, on a extrait la première prémolaire. Pour reculer la canine dans la technique de Ricketts, on fait un arc sectionnel. Dans la technique Edgewise, on a vu qu'on a une mécanique de glissement. Donc, on va glisser sur un fil continu. Par contre, dans la technique de Ricketts, on va glisser sur, ou bien on va avoir une technique de recul de cette dent avec un arc sectionnel de rétraction des canines. Les rythmes, les séquences de traitement. La caractéristique principale de cette technique de Ricketts, on a vu dans les techniques orthodontiques, elles sont généralement indiquées en denture permanente. Par contre, la technique bioprogressive de Ricketts peut être même utilisée en denture mixte, c'est-à-dire dès qu'on a les 4 incisives, on a la molaire permanente, on peut déjà commencer par traiter la supra, avancer, reculer les incisives, avant même d'attendre l'éruption de toutes les dents permanentes. Donc, plusieurs types de traitements. On a une phase préventive en denture temporaire, une phase interceptive en denture mixte, des phases correctives et des phases de réhabilitation. Ça, ce sont les caractéristiques, bien les étapes caractéristiques de traitement en technique bioprogressive. Donc, si les techniques de fil droit ou bien de fil continu s'intéressent que les deux phases, c'est-à-dire elles s'intéressent à la phase corrective et réhabilitative, la technique bioprogressive utilise les 4 phases de traitement. En effet, en Edgewise, un fil droit, on ne commence en principe pas avant l'éruption de la majorité des dents, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Les utilisateurs de la technique bioprogressive essaient de commencer leur traitement le plus tôt possible afin de simplifier le traitement à un stade ultérieur. C'est ce qu'a dit Gugino. Plus le patient avance, plus on intervient tôt, plus on a la phase qui va s'adapter à notre thérapeutique, plus on intervient tardivement, plus on a notre thérapeutique qui doit s'adapter à la phase ou à la typologie du patient. La différence